Bonjour à Saint-Laurent-du-Maroni. Chronique du Maroni, Saint-Laurent, une ville future. Cette fois-ci, on se retrouve en compagnie de Sayouba Thiemtoré, participant du Burkina Faso, et d'Olivier Bastin, pilote des ateliers. Sayouba, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez fait partie de la visite. Quelle a été votre première impression? Alors, je m'appelle Sayouba Thiemtoré, donc je suis architecte et originaire du Burkina Faso. Donc, je travaille sur la problématique de l'habitat informel avec une association qui s'appelle Association YAM Solidarité. Mes premières impressions lors des visites du quartier, donc j'ai été très très impressionné par les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers informels, qui se trouve à Saint-Laurent. Effectivement, en fait, on se rend compte que Saint-Laurent-du-Maroni, avec ses bidonvilles, enfin ses quartiers informels, pour nous, moi, ça me fait plus penser à des quartiers assez organisés quand même, parce qu'avec rien, les gens arrivent à faire des maisons de qualité dans des cadres bien. Peut-être avec quelques manques d'infrastructures sanitaires. C'est une image projetée en fait qui me fait penser un peu à ce qu'on a l'habitude de faire en métropole, ce qu'on appelle les écoquartiers. C'est la ville rêvée, la ville faite en autoconstruction, la ville faite avec des matériaux locaux. Donc j'ai été très très impressionné par ça et aussi impressionné par la richesse des cultures en fait de Saint-Laurent-du-Maroni, parce que quand on est hors de la Guyane, on a l'impression que la Guyane c'est une seule culture où, bon, en tout cas moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de diversité et j'ai été très impressionné par ça et peut-être impressionné aussi par la jeunesse. C'est une jeunesse assez, en tout cas assez présente, qui ne demande qu'à montrer le talent. Donc, vous parliez des habitations informelles. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Alors, lors de l'atelier, ce qu'on nous a montré, les habitats informels, c'est tous les habitats qui sont construits dans les quartiers qui ne sont pas lotis pour le moment, en fait, où les populations vont s'installer en attendant d'être régularisés. Donc, soit ceux qui n'ont pas forcément le titre français, donc qui attendent d'être français ou qui sont en attente aussi d'avoir des logements sociaux. Donc, en attendant, ils vont s'installer dans ces quartiers-là un peu de manière spontanée, on va dire. Donc, c'est un peu cette typologie-là, donc j'appelle informelle. Donc, à l'instant, vous parliez aussi de l'autoconstruction. Un mot là-dessus? Alors, l'autoconstruction, c'est quelque chose qui est à la mode. Hein. Enfin, vous allez dans beaucoup de pays, en fait, de plus en plus, les gens, en tout cas, au niveau des collectivités, les élus, on a tendance à appuyer les populations à essayer de construire eux-mêmes avec les savoir-faire locaux. Et c'est donc, bon, moi, j'étais très surpris. Hein. Au Burkina, nous, on fait beaucoup de démarches autour de ça, pour construire avec des matériaux en terre. Et à ma grande surprise, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui construisent justement avec du bois qui est local, en fait, qui est aussi avec des techniques, des savoirs locaux. Et donc tout ce processus-là de participation des populations dans la construction de leur cadre de vie, dans l'appropriation de ce qu'ils construisent, c'est un peu tout ça qu'on appelle autoconstruction. Après, il peut y avoir de l'appui, il peut se faire aider par un maçon. Mais a priori, c'est lui qui choisit l'emplacement de sa maison. C'est lui qui va peut-être aider même à faire les bases en béton ou ensuite aussi peut-être apporter aussi sa main-d'œuvre, sa contribution. Eh bien, nous vous remercions, M. Sayouba Thiemtoré. On poursuit avec Olivier Bastin, qui est pilote des ateliers. Bonjour. Bonjour. Donc, petite présentation. Qu'est-ce que c'est le travail du pilote de l'atelier? Le pilote, c'est un peu comme dans un navire. C'est celui qui doit donner une direction pour le navire, mais le navire, il va bouger aussi en fonction des vents, des marées, de la rivière peut-être. Donc, le pilote, c'est quelqu'un qui fait toute une étude avant l'atelier, vient sur le terrain. On est venu 2 fois pour rencontrer les acteurs locaux, découvrir le territoire,
et essayer de comprendre toute sa richesse et sa complexité. Et à partir de là, on transmet à un ensemble d'intervenants et surtout aux participants notre découverte à nous, notre petit savoir, à partir duquel eux vont pouvoir travailler et commencer à faire des propositions. Donc c'est ça le rôle d'un pilote, c'est de donner une sorte de regard sur ce qui existe, le transmettre, et puis après, pendant l'atelier, ce sera à nous aussi de donner un regard sur les travaux qu'eux font et faire en sorte que ce soit vraiment bien compréhensible par les acteurs locaux. Justement, vous parlez du fait d'être sur le terrain. Quelles sont les, puis-je dire, les bases repérées? En fait, il y a, je dirais, deux ordres de base. Il y a l'ordre institutionnel, celui qui vient d'en haut, et puis il y a l'ordre de la vie, du quotidien, c'est celui qui est sur le terrain. Et en fait, dès le départ, on a tout de suite perçu combien il y avait une force sur le terrain, il y avait un état de vie, un état de fait sur le terrain qui est extrêmement présent. C'est de lui qu'on doit partir. Au-dessus, il y a l'institution, la métropole, la manière dont, de la France, on pourrait avoir des visions pour la Guyane, et comment ça pourrait s'appliquer sur le terrain. Donc il y a ce côté un peu chef, Dieu le Père qui veut imposer quelque chose sur le terrain. Et on sent aujourd'hui combien les autorités locales, le maire, tous ces services, tous les gens qui travaillent sur le terrain sont vraiment dans un état d'esprit où ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas d'en haut qu'on va pouvoir trouver les bonnes solutions, c'est vraiment du terrain qu'on doit trouver les bonnes solutions pour essayer de les amener vers le haut. Donc, quels sont ces objectifs de l'atelier? Saint-Laurent est confronté à un défi. Et le défi est essentiellement lié aux populations, à la quantité de populations qui sont attirées par Saint-Laurent. Donc, il y a une croissance démographique énorme et un contexte urbain et naturel qui est assez complexe à marier, je dirais, avec cette croissance démographique. Et donc ça, c'est le principal défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de croissance d'une ville qui puisse répondre réellement aux besoins des habitants. Alors c'est une question de logement. Sayouba a vraiment bien exprimé combien nous avons été émerveillés, vraiment émerveillés de la manière dont l'habitat informel nous apportait des solutions. Alors que l'habitat informel, c'est plutôt celui qu'on a tendance officiellement à vouloir, on dit éradiquer, c'est mettre de côté, enlever, nettoyer. C'est un peu cette logique-là quand on regarde d'en haut. Ici, nous, je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment dire à tous les acteurs locaux, voilà, il y a des solutions sur le terrain qui sont extrêmement riches. Je donne un exemple. Lorsque nous avons visité l'habitat informel, la relation des maisons avec leur jardin est immédiate. Les gens sortent, vont dans leur jardin, ils cultivent un petit lopin de terre, il n'y a pas de barrière, on peut passer à travers, il n'y a personne qui va venir voler. Lorsqu'on est allé visiter une opération de logement social, on met les gens dans des cases, ils mettent des barrières, ils remettent des plastiques dessus, ils se ferment, ils s'enferment, ils ne veulent plus regarder leurs voisins d'en face, ça ne va pas. Et donc quand on dit on doit nous apporter des solutions, c'est on doit analyser pourquoi dans le logement social, quand on fait les choses d'une façon très stricte, très régulière, très alignée, quand on met le séjour d'une personne, d'une famille, juste en face du séjour de l'autre, mais qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? C'est de se fermer. C'est un peu fatigant de se regarder tous les jours comme ça en face. Donc c'est normal. Et ça, c'est la responsabilité des architectes, des concepteurs, des auteurs de projets, des ingénieurs, de ne pas créer des situations comme ça. Alors que ces situations n'existent pas dans l'habitat informel. Les gens sont très savants pour mettre leur logement un peu bien orienté par rapport au vent, à la pluie, au soleil, pas trop au soleil, etc. Mais le voisin, il va aussi avoir son petit séjour, il ne va pas être tout le temps dans le séjour de l'autre, etc. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des petits détails très concrets qui peuvent apporter de la qualité à ce que les gens d'en haut voudraient faire, parce que c'est clair qu'il faut apporter des solutions au nombre, il y a un manque de logements. Au nombre de logements existants sur le terrain, il y en a trop peu. Donc il faudra l'habitat informel, je pense qu'il faudra essayer de l'encourager, le structurer un petit peu, mais il faudra aussi produire encore des nouveaux logements.
Mais il faut mieux le faire que ce qui a été fait jusqu'à présent. Justement, y a-t-il des techniques d'approche envisagées? Alors, il y a des techniques, et c'est pour ça que nous avons rassemblé des experts qui viennent du monde entier. Sayouba est expert dans l'autoproduction. Donc il va pouvoir nous donner sa sagesse et son savoir-faire en Afrique de comment on construit, avec comment la construction, la typologie d'un habitat démarre à partir du matériau qu'on va utiliser. La terre en Afrique, le bois ici. Il y a des paysagistes dans les équipes. Ce sont les gens qui vont nous aider à dire il faut se marier avec les criques. On ne peut pas aller contre une crique. Ça ne sert à rien quand il pleut comme ici. La crique, elle va déborder si on va contre elle. Il y a les spécialistes en agriculture. Ils vont nous dire on ne peut pas cultiver du blé. Ça ne sert à rien d'imaginer ça. On va essayer de cultiver d'une certaine manière bien précise, adaptée au pays. Et on va faire des productions, non pas des très grandes productions, on va plutôt faire des petites productions près de l'habitat. Parce que comme ça, les gens ne doivent pas se déplacer loin. Ça ne coûte pas cher. Ils ne doivent pas prendre la voiture pour aller dans les champs. Voilà. Et donc on a plusieurs spécialistes dans plusieurs domaines. On a des sociologues aussi qui sont très attachés à bien comprendre la manière et les cultures des habitants. Parce qu'une culture bushinengue n'est pas la même qu'une culture amérindienne, ou qu'une culture de métropolitain qui vient vivre ici. On doit vraiment bien comprendre comment ces cultures pourront encore se marier pour l'avenir. Justement, vous parlez des différentes cultures. Comment envisagez-vous cette union entre les cultures par rapport au développement de la ville? C'est une question grave, et c'est une question difficile parce que vous savez qu'en Europe, on est en train de vivre vraiment des moments difficiles. Vous avez entendu parler des attentats. Je viens de la commune d'où sont sortis les terroristes. Donc on vit au quotidien cette question de la tension culturelle et communautaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très riche ici, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de cultures, qu'il y en ait plusieurs. Il y a les cultures qui ont toujours existé sur le terrain. Les Amérindiens, ils ont une certaine sagesse. Ils pourraient dire « nous sommes les maîtres du lieu parce que nous étions là avant ». Mais en fait, ils ne le font pas. On n'a pas senti ça dans leur manière de faire. On a senti qu'ils voulaient réellement se marier avec ce qui va venir avec eux. Ils ont envie de bien le faire. Il y a ces zones où c'est eux qui gèrent la ville. Et ils le font très bien, avec un sentiment communautaire, le sentiment un peu familial, comme ça. Ils essayent de bien équilibrer les choses. Et à côté d'eux, il y a d'autres communautés qui s'installent. Et donc là, il y a une très grosse question, c'est est-ce qu'on va faire des îlots d'Amérindiens, des îlots de Bushinengue, des îlots de métro, est-ce qu'on va les isoler, ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de faire en sorte que ça va se mélanger? C'est certain qu'il faut essayer de les mélanger, parce que ça va être une solution profitable pour l'avenir. Mais ce n'est pas facile, parce que dans le logement social, par exemple, on nous a expliqué que quand une personne qui vit d'une certaine manière, utilise certains produits de nettoyage d'une certaine manière, qui sentent d'une certaine manière, le voisin n'est peut-être ou la voisine n'est peut-être pas d'accord, et donc il y a des petits conflits qui se dressent. Mais en même temps, c'est ça la vie, c'est d'essayer de gérer des petits conflits comme ça, plutôt de gérer des gros conflits, parce qu'on va faire des communautés fortes à un certain endroit qui vont essayer de créer des oppositions avec d'autres communautés qui ne voudraient plus voir. Et je termine aussi avec le fait, c'est qu'à l'école, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'à l'école, les communautés se croisent. Les enfants apprennent à vivre ensemble, les enfants apprennent à connaître l'autre. Et donc, grâce à ça, on est persuadé que vraiment, une ville comme celle-ci va pouvoir devenir un modèle pour nous, Européens. C'est l'inverse qui va se passer. Bien, donc pour finir, quelle vision avez-vous de la commune de Saint-Laurent pour 2035-2060? On est en train de travailler là-dessus, mais ce qu'on peut en tout cas retenir, c'est que, comme il a dit tout à l'heure, la question de communauté, du vivre ensemble est très très important, et aussi la problématique comme on dit, de la juste distance. La juste distance à trouver entre les communautés. C'est vrai qu'il faut faire du multi-pont, mais chaque culture a sa manière de vivre, sa manière de s'approprier de l'espace. Et nous, ce qui est important, c'est justement de pouvoir mettre en valeur toutes les richesses qui sont là, et aussi à mieux
adapter la planification de cette ville-là en fonction des manières de vivre, des manières de faire des Saint-Laurentins. Bien, Olivier, dernière question pour finir. Comment les Saint-Laurentais peuvent-ils connaître les résultats des ateliers? Nous avons 2 moments très importants. C'est le forum d'échange demain. Donc, ils ont déjà travaillé 2-3 jours très forts. Ils ont déjà produit des premières idées. Donc, il y a un moment de discussion avec des Saint-Laurentais. Également avec le Suriname. Ça, j'ai oublié de mentionner que pour le futur de la ville de Saint-Laurent, elle doit se faire avec Albina. Parce que, en fait, le bassin naturel de la vie, il est des 2 côtés du fleuve, il n'est pas d'un seul côté. Mais ça se fait naturellement. Et donc, à ce forum d'échange, il y aura plusieurs représentants. Malheureusement, on ne peut pas inviter toute la ville, donc on a invité, je crois, une 40aine de personnes qui vont être représentants de Saint-Laurent et de Albina pour transmettre après à leurs connaissances, à leurs voisins, à leurs familles, ce qu'ils ont entendu. Et alors, il y aura un grand moment, c'est le 20, où on va présenter le résultat des ateliers sous plusieurs formes. Il y aura à la fois dans une salle, c'est normalement le Toucan, mais ça doit être encore bien confirmé. Il va y avoir une présentation par chacune des équipes de ce qu'ils ont fait comme travail. Et puis, il y aura aussi, dans les ateliers, il y aura les panneaux d'affichage de tout leur travail. Eh bien, je vous remercie, Sayouba Tiemtoré, architecte du Burkina Faso, et Olivier Bastin, pilote des ateliers. Au revoir et bonne continuation. Merci de l'invitation. C'était Chronique du Maroni. Au revoir et à demain.